Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Mardi, ce sera l'heure des prestations de serment au Parlement régional bruxellois. De quoi nourrir notre discussion de ce jour. On analysera aussi les négociations pour la formation des gouvernements qui sont en cours et cela dans un contexte économique et financier compliqué. On abordera enfin la question de cette ambiance déjà préélectorale, puisque n'oubliez pas qu'on vote aux élections communales au mois d'octobre. Alors, on va recevoir sur ce plateau deux personnes qui connaissent très bien les gouvernements bruxellois, mais avant de les découvrir, je vous présente nos analystes, Vanessa Lhuillier, qui est journaliste à BX1. Bonjour. Et Philippe De Reyck, qui est communicant et un ancien journaliste qui a bien suivi la région bruxelloise, côté néerlandophone notamment. Bonjour. Pour commencer, on démarre avec le nouveau visage de l'Assemblée bruxelloise. Parmi les élus, certains devront faire des choix puisque le cumul ne sera plus possible. Je ne suis pas encore député, donc je pourrais mettre sur Facebook que je suis député que quand j'aurai prêté serment. Il vient de signer sa lettre de démission. Élu député bruxellois, Mounir Laharissi va quitter son poste d'échevin à Jette. C'est la récente réforme de la gouvernance locale qui l'impose. Impossible désormais de cumuler un mandat exécutif local et une fonction de parlementaire. C'est vrai que ça fait un pincement au cœur parce qu'après ces 7 années et demie d'échevinat, partir alors qu'on a encore la légitimité en tout cas de rester, c'est un petit peu difficile, mais en même temps c'est aussi pour travailler à un autre niveau de pouvoir régional, quelque chose que j'ai voulu et j'en suis très heureux. Cela va aussi changer le visage du collège de la ville de Bruxelles. Philippe Claus restera bourgmestre. Il renonce à son mandat à la Chambre. Par contre, Fabien Minguin, lui, rejoindra le Parlement bruxellois et Lydia Moutier-Bellé a choisi de siéger au Parlement fédéral. Chacun a ses raisons pour justifier cette décision. Mais pour le politologue Pascal Delhuitte, c'est aussi un choix de raison. Le mandat de député est a priori un mandat plus sûr. On est parti sur 5 ans. L'insécurité, vous allez dans les élections communales, vous ne connaissez pas le résultat et par hypothèse, vous n'êtes pas sûr que votre parti sera toujours dans la majorité parlementaire, dans le collège. D'autres ont encore un peu de temps avant de choisir. C'est le cas des députés sortants réélus qui cumulent. Ahmed Lawesh, Ridouane Chahid, Bernard Clerfailly et Vincent De Wolf notamment sont dans cette situation. Ils bénéficient d'une mesure transitoire. Ils ne devront se positionner que lorsque les conseils communaux seront renouvelés. Voilà qui ne simplifie pas les choses. Voilà, vous aurez reconnu la voix de Jean-Christophe Peuzès. Alors, Vanessa Lhuillier, dans cette nouvelle assemblée, on parlera de ce décumul et des changements, des glissements qui se feront après, mais déjà dans la nouvelle assemblée qui va prêter serment mardi, qu'est-ce qu'il y a comme élément saillant ? Mais écoutez, déjà, ce qui est bien et qui n'est pas le cas dans les autres niveaux de pouvoir, c'est qu'on a quasiment la parité entre hommes et femmes. On a 43 femmes cette fois, donc c'est quand même assez bien. C'était à peu près la même chose déjà la dernière fois, donc, mais ça va, ça veut dire que ça se maintient et que maintenant ça semble acquis, en tout cas, de voter pour des femmes en région bruxelloise et que le système de tirette fonctionne enfin. Donc je pense qu'on peut se réjouir de ça aussi. La tirette, c'est l'alternance homme-femme, homme-femme sur la liste. Oui, tout à fait. Philippe De Reyck, alors on voit que le MR a vraiment fait un score électoral impressionnant cette fois-ci. Absolument. Donc ça veut dire beaucoup de nouveaux députés. Comment est-ce que vous analysez ça ? Moi, je suis déjà curieux de voir le MR dans ce nouveau rôle dans le gouvernement et donc aussi dans la majorité au Parlement. Et ce qui m'a frappé quand même, c'est que les nouvelles générations des MR, c'est eux qui ont gagné beaucoup de voix. Quand on regarde les anciens, un Vincent De Wolf, qui a un tiers des voix de préférence par rapport à David Lester, qui était tête de liste. Donc, voilà, ça sera un renouveau aussi un peu sur les bancs du Parlement. Enfin, je suis curieux de voir le maire dans son nouveau rôle de majorité. Eh bien, on observera ça à partir de la semaine prochaine. Je vous propose à présent d'accueillir nos deux invités. L'un est francophone, l'autre est néerlandophone. Ils se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble à de multiples reprises. Ils ont été présidents, vice-présidents du Parlement bruxellois. On reçoit le socialiste Charles Piquet et le libéral néerlandophone Guy Van Engel. Bonjour messieurs, venez, prenez place et rejoignez-nous.
Alors, vous n'avez pas été candidat à ces élections, ni l'un ni l'autre. Pourtant, vous en avez fait des élections. C'est quoi votre état d'esprit quand vous voyez les résultats, Guy Van Engel? Étonné par rapport au score de mon parti, surtout en Flandre. Et ça a été un tout petit peu mieux à Bruxelles, mais enfin, quand même. Et donc, étonné aussi des événements en région bruxelloise, où du côté francophone, quand même, ça a bouleversé un peu la donne. Hein. Le MR qui vient en premier. Du côté wallon francophone, hein. Ça c'est le grand changement de ces élections. C'est cette percée du MR et des engagés qui permet de créer maintenant une majorité à deux partis. C'est du jamais vu hein, du côté wallon. Bon, ce sont les gros éléments. L'étonnement. Oui, L'étonnement. Et vous, votre sentiment, Charles Piquet? Moi, c'est pas tellement surpris par le résultat. Un peu inquiet pour l'avenir, un peu triste aussi, parce que la vulnérabilité de la région, actuellement comme institution, vu plusieurs choses, m'inquiète, quoi. Alors, d'abord, il faut parler du vote communautaire, qui, moi, ça m'a frappé quand même, le vote communautaire. Il ne faudra pas le négliger, on va peut-être y revenir. Deuxièmement, on voit bien quand même qu'il y a un clivage gauche-droite. Enfin, je prends évidemment un raccourci en parlant de gauche-droite, c'est un peu plus varié, mais c'est quand même un clivage, quoi. Hein? Je trouve que l'édifice institutionnel qu'on a imaginé pose quand même le problème de la capacité qu'aurait un élu de bloquer tout. Il suffirait qu'on n'ait pas de majorité du côté flamand. Et donc, moi, ce serait vraiment contraire à tout ce que j'ai toujours espéré, c'est qu'on puisse s'arranger au sens noble du terme et vivre dans la pacification. Donc, il y a quand même des sujets d'inquiétude. On y reviendra peut-être. Alors, quand on a vu un reportage ici sur le décumul, c'est un peu la nouveauté cette fois-ci. Ça a été toujours un peu une spécificité qui était revendiquée par certains députés en disant « Non, mais moi, je suis dans ma commune comme échevin bourgmestre, je suis député au Parlement bruxellois et ça me permet de relayer les choses. » Comment est-ce que vous analysez ce changement, Guy Van Engel? Oui, moi, je trouve qu'on est allé très loin dans tout ce qui est décumul. Hein. Il y a le décumul naturellement entre traitements d'une part et le décumul au niveau de l'engagement politique d'autre part. Et dans une région comme la nôtre, avoir encore des liens entre le niveau communal et le niveau régional, ça me semblait quand même quelque chose d'utile. Bon, ça tombe, à partir d'octobre, il n'y aura plus de cumul possible. Je crois que ça va peut-être un peu rendre plus compliquées les relations entre régions et communes, parce que ce lien n'existera plus. Ça va encore peut-être renforcer le poids, par exemple, de la conférence des bourgmestres, qui va peut-être un peu plus devoir se faire entendre par le biais de cette structure-là que par le biais des élus communaux qui pouvaient relayer des principes communaux au niveau du Parlement régional. Donc, mais à voir maintenant, hein, c'est la première fois qu'on va vivre la situation où le cumul totalement est devenu totalement impossible. Bon. Cette conférence des bourgmestres, Charles Piquet, vous y avez participé lorsque vous étiez bourgmestre de Saint-Gilles. C'est un organe qui doit se développer, ça, ou qui est rentré là parce qu'il manquait quelque chose? Je vais commencer par dire que le monde communal et le monde parlementaire, c'est deux mondes totalement différents, ou presque totalement différents. Au communal, on est là, c'est la cavalerie légère de l'action quotidienne, etc. Au Parlement, il y a un temps du travail parlementaire que l'on connaît. Et donc, moi, je n'étais pas pour le décumul total. J'étais évidemment pour décumuler les rémunérations, comme tu as dit. Et je me disais que quand on est à la tête d'une très grande commune, on peut être difficilement présent au Parlement. Et donc, peut-être imaginer qu'il y ait quand même des élus communaux au Parlement pour rappeler quand même au travail parfois très théorique du parlementaire que les réalités de terrain, dans iets anders, c'est autre chose. Mais alors, par exemple, permettre à des élus de plus petites communes d'être parlementaires, je pouvais difficilement imaginer en effet qu'on cumule peut-être le majorat de Bruxelles-Ville, par exemple, avec un travail parlementaire sérieux, même s'il y en a qui ont fait ce travail sérieusement. Mais donc,
voilà, j'étais plus nuancé sur le cumul. Alors, parmi les nouveaux élus, il y a notamment Éléonore Simonet, qui est la fille de Jacques. On peut en voir quelques images. Donc, ça fait partie de cette nouvelle génération que Philippe évoquait. On a besoin, comme ça, d'un nouveau souffle au Parlement bruxellois. Oui, je leur souhaite beaucoup de succès. J'ai bien connu son père. C'est toujours comique, comme des enfants avec un nom connu passe assez aisément. Oui. Tout le monde s'efforce. Par après, je dis, mais enfin, ce sont des générations comme ça qui se suivent entre familles. Mais de notre côté, au niveau du VLD, on a beaucoup connu ça. Alexandre de Creux, de Jean-Jacques de Gucht. Parfois, ça pose question aussi. Ça pose question, mais possible. C'est très belge, cette façon de faire aussi. Il n'y a pas forcément ça dans les autres pays, d'ailleurs. Des générations d'hommes et de femmes politiques. Mais qu'il y ait un rajeunissement et que des gens qui ont quand même vécu ça un peu d'une façon en famille, le jeu politique et ainsi de suite, prennent la relève et se lancent. Moi, je trouve ça beau. Alors, parmi les nouveaux élus, il y a Fouad Haïdar. Il était déjà élu. Ancien Voreuil, socialiste. Il n'est pas vraiment nouveau élu. Non, pas du tout. Il est là depuis très longtemps, mais il est sur une nouvelle liste qui est la team Fouad Haïdar. On en a déjà beaucoup parlé. C'est quelqu'un que vous avez connu de législature en législature. Quel regard est-ce que vous posez sur lui, Charles Piquet? C'est un homme habile, c'est un homme intelligent, c'est un homme ambitieux. Aujourd'hui, il pose problème, c'est clair, par un certain discours qu'il tient. C'est l'aventure. Avec un personnage comme ça, c'est un peu l'aventure parce que, je ne sais pas, mais les raisons qu'il m'a données pour lesquelles il s'est présenté, etc., moi, me semblent des raisons compliquées à comprendre. Donc voilà, c'est un peu l'incertitude, sauf que il a joué sur le vote communautaire. Donc il est un parfait symbole de ce qu'on utilise, en fait, les affiliations communautaire pour pouvoir réussir. Et où est-ce que ça peut s'arrêter, ce genre de choses? Je ne sais pas si on va reparler, ça, du vote communautaire, mais ne l'oubliez pas, ça peut être un facteur de fragilisation de la région, et c'est néfaste pour la cohésion sociale. Mais donc c'est un grand débat, le vote communautaire, mais moi c'est un sujet d'inquiétude. Oui. Je regarde un peu le PS avec M. Lauwers. C'est un vote communautaire aussi à Bruxelles. Et donc, si c'est le cas, ça va fragiliser. Est-ce que ça va fragiliser le PS à Bruxelles? Oui, bien sûr. C'est un vote communautaire. Enfin, les chiffres sont là. Ouais. Il y a des tickets. Il y a même, et ça, il faudrait être attentif à ça, des ingérences extérieures parfois. Bon, il faut le dire aussi, parce que. Et donc, oui, c'est la voie qu'a choisi le PS. C'était sans doute une démarche stratégique ou tactique de la part d'Ahmed Lauwers, mais c'est dangereux comme jeu, très dangereux. Et donc, parce qu'on est prisonnier à un moment donné de ce communautarisme. Et donc, c'est une des grandes menaces, c'est la fragmentation de Bruxelles sur fond d'identité culturelle. On a pu résoudre le problème des relations avec les néerlandophones et francophones. Ici, on va se retrouver devant un échiquier où vont dominer les appartenances communautaires. Donc, c'est très inquiétant, ça. Je suis d'accord. Du côté francophone, on s'est lancé dans une surenchère au niveau communautariste. Et alors, il y en a eu un, mais qui est du côté néerlandophone, qui s'est dit, mais moi, je sais faire mieux que vous tous. Ouais. Et qu'il a fait. Et qu'il a fait dans un petit groupe linguistique qui comporte 17 élus. Et dont quand on en fait 3, là, ça fait une grosse différence. Et donc, se lancer avec lui dans la gestion de cette région, ça me semble, oui, comme l'a dit Charles, l'aventure. Mais Sven Gatz a déjà mis son veto. Pour lui, c'est... Oui, mais et je pense, côté francophone... David Lester a fait de même. Les engagés aussi. Moi, j'ai été assez dur par rapport à lui la suite des jours qui ont suivi les élections. J'ai utilisé le mot charia. Alors, on m'a dit, ouais, dans son programme, rien ne figure en la matière. Non, mais moi, j'ai suivi les débats au Parlement bruxellois des 5 dernières années et j'ai vu ce revirement vers le communautarisme
et des propos toujours plus durs de sa part en la matière. Pourtant, dans la Libre de samedi matin, par exemple, il se défendait d'avoir fait campagne dans les mosquées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai appris quelque chose de neuf dans toute la technique de faire campagne. Les partis traditionnels se sont fort axés maintenant sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, et ainsi de suite, Instagram par exemple. Mais chez le team Fouad Haïdar, ça s'est joué d'une autre façon. Et eux, ils ont utilisé la technique WhatsApp. Et la technique WhatsApp, ce sont des grands groupes d'adhérents, de supporters, mais qui communiquent d'une façon discrète, qui n'est pas publique. Ce qu'on fait sur Facebook, sur Instagram, tout ça est public, ça peut se voir. Mais eux sont parvenus à utiliser la mécanique WhatsApp pour créer des réseaux, des gros réseaux, dans lesquels ils se sont mis à communiquer entre eux, et parfois avec des propos excessivement durs par rapport aux autres partis, et ainsi de suite. Et donc, il faut faire attention, on doit réfléchir au système selon lequel ça fonctionne, et que ceci a été fait dans le réseau islamique, ça c'est clair. Tous les points forts qu'il a mis en évidence sont ceux dont il a parlé au Parlement bruxellois les 5 dernières années et qui étaient très tranchés. Le PS l'a fait aussi également, ces groupes WhatsApp. Il n'y a pas que la team Fouad Haïdar qui l'a fait, on l'a vu, où il n'y a pas finalement de filtre non plus, on donne des fake news. Du côté néerlandophone, ça se fait un peu moins, j'ai l'impression. Mais du côté francophone, et surtout du côté, par exemple, du team Fouad Haïdar, Mais les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, ce sont des regroupements identitaires, affinitaires. Ça peut amener à une segmentation du corps social, quoi. Quant à l'influence du vote communautaire, moi j'avais en première page d'un quotidien bruxellois il y a 15 ans dit « Le PS sera captif de l'électorat musulman ». Et ça fait évidemment, mais c'est comme ça. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a maintenant aussi un fatalisme électoral qui est le suivant. On ne va plus dans des quartiers où on n'est pas sûr d'avoir une écoute intéressante. Et c'est comme ça que les territoires bruxellois commencent aussi à se distinguer par les identités, etc. Et donc j'étais à la faculté Saint-Louis dernièrement et j'expliquais ça, le fatalisme électoral. Je l'ai entendu. Ça ne sert à rien. Pour moi qui suis à Molenbeek, par exemple, d'aller à Watermaal-Boisfort. Oui, mais à un moment donné, on se retrouve avec ce fatalisme électoral qui consiste à ne pas aller chercher d'autres, mais plutôt d'aller puiser ses électeurs dans un groupe fermé. Avec le risque d'avoir une partie de la région qui s'oppose à l'autre partie, quand on regardait un petit peu la couleur. C'est pour ça que je parle des territoires. Et encore quelque chose qui m'échappe là-dedans, c'est que dans le segment progressiste du monde politique, on trouve tout ça intéressant et on est fasciné par ça. On essaye même de un peu promouvoir tout ça. Par contre, les discours qui sont tenus à ces niveaux-là sont très conservateurs, sont un peu réactionnaires même. Et donc je me dis, il y a quelque chose, il y a un paradoxe là-dedans. Et je pense que le veto qu'a mis Sven Gatt, mais aussi côté MR, côté les engagés envers Team Fouad et tout, je pense que c'est un veto à double tranchant, parce que du coup, tous les gens qui ont voté pour ce Team Fouad, ils se sentent exclus du monde politique aussi, parce qu'on dit, oui, mais on ne veut pas gouverner avec eux. Donc du coup, ils se sentent aussi, je pense que ça peut être risqué également. Oui. Alors que ça avait été peut-être, Fouad Haïdar avait représenté une sorte d'alternative pour ces gens qui ne trouvaient peut-être pas une voie ailleurs. Je ne sais pas, vous, non? Non, c'est rien. C'est un peu comme... je m'excuse de la comparaison, mais c'est un peu comme le Vlaams Belang. Ça, c'est une comparaison forte. Oui, non, mais du côté néerlandophone, on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'en les excluant, est-ce qu'on ne les rend pas plus forts? C'est un peu le même raisonnement. Mais là, je crois, et ça vaut pour le Vlaams Belang, ça vaut pour des partis islamistes, il faut en revenir à nos valeurs,
et à se dire, minute, il y a des choses qu'on peut lancer comme idées et qui peuvent être discutables, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Attention, parce que celui qui a voté Haïdar, il a quand même obtenu un résultat, puisqu'il aura des parlementaires qui porteront leur discours, et donc il ne faut pas dire, c'est quand même pas normal que des gens qui ont voté n'ont pas un représentant dans le gouvernement. D'abord, ça c'est une question de négociation de majorité, mais deuxièmement, ils ont quand même la capacité d'exprimer quelque chose à travers Haïdar ou à travers les co-élus. Et donc, il y a quand même... Voilà, il y a une représentation là. C'est pas un vote méprisé. C'est pas un vote méprisé. Ils ont des parlementaires. Avant de développer plus longuement tout ce qui est négociation, on va faire une petite pause avec la rubrique des têtes d'affiche. Je vous propose à chacun 4 noms et vous devez en sélectionner un. On va commencer par Guy Van Engel. Oui. Alors, il y a Annemie Chauss, la directrice de l'ULB, qui a appelé les étudiants pro-palestiniens qui font une occupation à quitter les bâtiments. On a Jacques Gorteman, qui est à la tête de l'académie de police et qui est poursuivi pour harcèlement notamment. Jody DeVos, la soprano belge, qui est décédée cette semaine. Et les Diables Rouges qui jouent ce samedi. Oh non, là, il n'y a pas de... Les Diables Rouges. Le premier match, c'était décevant. Oui, ça facilite l'affaire que vous aviez mis, les Diables Rouges. Les Diables Rouges, j'adore le foot, comme Charles d'ailleurs. Oui. J'adore le petit jeu, j'aime suivre tout ça. Et j'espère que samedi, on aura un résultat éclatant. Oui, donc ce soir, puisqu'on est diffusé ce samedi. Oui, samedi, aujourd'hui. Alors, Charles Piquet, on revient à nos étudiants pro-palestiniens qui ont manifesté jeudi soir devant la maison communale d'Ixelles parce qu'ils veulent la fin d'un jumelage avec une ville israélienne. On a Diane Hennebert, qui est une des responsables de la SBL qui est créée pour restaurer le pavillon chinois, Olivier Battesti, cofondateur du groupe pour enfants Mamemo, qui est décédé, et David Stegen, qui est devenu porte-parole du cycliste Remco Evenepoel. Moi, je crois que l'intérêt qu'on porte à la vulnérabilité sociale, à la vulnérabilité des enfants, etc., me guiderait plutôt vers eux. Pardon ? Vers je vais exclure ceux qui ont été contre le jumelage, là, parce que ça, c'est des histoires. Je trouve que la rénovation du patrimoine, c'est exceptionnel, c'est bien. Je trouve que, tout ce qui est du domaine sportif, c'est bien aussi. Mais je trouve que les actions de type humanitaire et social sont quand même plus importantes. Moi, pour des raisons personnelles, j'aurais choisi Stegen. C'est mon ancien porte-parole. Comment Charles Piquet a réussi à parler des 4 personnes qu'on lui présentait. Allez, on retourne sur nos négociations régionales. Elles sont en cours. Et cette fois, c'est à Bruxelles que c'est le plus compliqué, alors que d'habitude, ça se règle assez vite. Est-ce que, mon analyse est correcte, c'est la première fois que c'est aussi épineux, Guy Van Engel? C'est plus épineux que d'habitude, mais c'est pas parce que c'est un peu plus épineux et que l'électeur a distribué les cartes d'une façon un peu originale que ça ne peut pas avancer, que ça peut... Il faut rester logique dans le genre de négociation qui doit se faire pour former une majorité. C'est ce qu'on a toujours fait. Essayer de rester logique. Et donc, du côté francophone, ça me semble assez clair qu'il devrait y avoir une majorité entre les maires, les engagés et le PS. Et du côté néerlandophone, il y a Groen qui est à la manœuvre. Et Groen doit essayer de trouver 3 partis pour former cette majorité flamande. Et ça ne peut pas s'éterniser. Parce que si ça s'éternise, vu le fait qu'on ait regardé du Nord et du Sud, ça pourrait mettre en doute la capacité des institutions bruxelloises à fonctionner convenablement. Charles Piquet, comment ça se passe d'habitude entre francophones et flamands? On fait ça entre soi à Bruxelles ou il y a quand même toujours un regard qui se fait depuis les partis? Non, on prend d'abord des contacts. Oui. On essaie de tester la possibilité d'avoir un accord avec quelqu'un. Mais ici, je dirais qu'il y a un préalable à toute tentative de créer une majorité. Et ce préalable, c'est de dire, mesdames, messieurs, nous allons d'abord voir la situation financière de la région. Et s'il n'y a pas
de la part d'un partenaire ou l'autre une volonté quand même de mettre à plat ce problème financier, eh bien, il ne faut pas alors faire une majorité avec celui-là ou avec celle-là. Parce que le problème principal, et on va sans doute en reparler aussi, c'est évidemment la capacité d'investissement, la capacité financière de la commune. Donc moi, si je me mets à table, je dis, écoutez, d'abord, on fait ce qu'ils font. Hein. Je crois que c'est ce qu'ils font pour le moment. C'est de bien voir d'où vient l'origine de cet énorme déficit. On peut en reparler, mais s'il y a quelqu'un qui dit oui, mais on ne va jamais toucher à ceci, jamais toucher à cela, etc., bon, ça posera un problème. Hein, et qu'on oublie l'aspect financier, c'est conduire au suicide. Et je n'ai pas peur de le dire, si on ne fait pas cet exercice, c'est l'institution bruxelloise qui sera en danger. Là, on est déjà sur le fond de la négociation, mais moi, c'est plutôt au niveau de la forme où je posais la question. C'est de voir ici, on a Georges-Louis Boucher qui a dit, moi, je vais être celui qui va, je vais participer activement à ces négociations. Il faut arrêter avec un peu cette mentalité de village, hein, qui est de dire les Bruxellois font ça entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité bruxelloise qui est plus connue des Bruxellois pour négocier, pour faire ce genre de gouvernement ? Je crois que oui, elle existe d'ailleurs, on l'a prouvé dans le passé, mais alors les Bruxellois entre eux doivent se mettre d'accord et travailler et être efficaces et faire avancer les choses. J'ai l'impression que David Lester fait du bon travail, qu'il travaille avec ordre et méthode. Il a pris, comme Charles vient de le signaler, encore le problème budgétaire, parce que bon, ça c'est le premier problème auquel il faut s'attarder. Et puis, il faut y aller. Mais si on ne parvient pas à faire cela, ça sont les petites paroles de Georges Louis où il faut faire attention. Hein. Si, je veux m'en mêler. Hein. Et j'en suis persuadé que du côté flamand, c'est de même. Hein. Si on ne parvient pas à faire fonctionner, avancer les choses en région bruxelloise, et on va devoir en plus avoir besoin des deux autres, hein, parce qu'on ne s'en sortira pas seul. Hein. Donc, il faut y aller, il faut que ça avance. Mais il faut que ça avance entre nous, mais il faut aussi savoir que les négociateurs du pacte bruxellois doivent se tourner vers des partenaires extérieurs aussi et les tenir au courant de ce qui se passe chez nous. Parce qu'à un moment donné, et tu as raison de le dire, on va voir notamment, moi je crois que c'est très important de le souligner, on va voir le rapport particulier qu'il y a entre cette région bruxelloise et le fédéral. C'est quand même la capitale du pays. Le fédéral a intérêt à avoir une capitale qui fonctionne et les gens de la capitale ont intérêt à chercher des sympathies à l'égard de l'État fédéral. Il faut avoir en même temps ces contacts avec la Flandre et la Wallonie. Mais donc, faire un truc entre nous en disant « Oh, on a une majorité !» mais que toutes les portes se ferment parce qu'on n'a pas parlé un peu quand même avec eux et évoquer ce qui étaient nos priorités, etc., ce serait une erreur. On n'est pas sur une île ici. Hein. Oui, d'autant qu'il y a l'Europe qui vient de signaler à la Belgique que la situation était inquiétante et qu'il fallait redresser la barre. C'est Vanessa et Philippe, cette situation financière de la région bruxelloise, ça va peser lourd pour la suite ? Je pense que M. Piquet a raison. Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Elle est vide, enfin, je veux dire, avec un budget de 6 milliards d'euros et en sachant qu'il faut déjà économiser 1 milliard sur le budget, ça crée des difficultés pour mener encore une politique et faire des extras. En plus, les tâches de la région sont quand même pas des moindres. Et puis, il y a plein de projets. Enfin, je pense qu'il faut se poser quelques questions. Est-ce qu'on continue ce métro ? Est-ce qu'il y a le grand projet Canal ? Est-ce qu'on continue Voilà, donc je pense que la région et les gens qui sont maintenant aux manœuvres pour former un gouvernement bruxellois, effectivement, d'abord voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on va faire avec la région et quelles sont les priorités et travailler là-dessus et laisser tomber. Oui, parce qu'avant les grands projets, il y a le fonctionnement. Si on voit ici pour le prochain budget, c'est pas évident à c'est ça, parce que si on a déjà, on a dit, il faudrait retirer 10% grosso modo dans toutes les administrations, c'est quand même, on voit, par rapport à ce que vous avez dit, Charles Piquet, c'est vraiment qui est prêt à faire des économies aussi à un moment donné. Quand on parle aux administrations, à chaque fois, c'est non, nous, on peut pas retirer 10%, c'est pas possible, on peut pas faire des économies, etc. Donc, il y a quand même une structure bruxelloise excessivement complexe qui a été un
peu rationalisé au niveau de tout ce qui était, toutes les structures qu'il pouvait y avoir, perspectives, hub, ça a été un peu rationalisé, mais il y a certainement encore d'autres choses à faire au niveau du logement social, au niveau, de vraiment voir point par point, ligne par ligne, où est-ce qu'on peut faire des économies, parce que dire on arrête aujourd'hui, par exemple, un projet comme Canal, je ne suis pas certaine que ça soit une bonne chose. Canal, c'est un investissement qui est déjà engagé, on a commencé, et qui va rapporter de l'argent. Un grand musée d'art contemporain à Bruxelles, je pense que c'est une infrastructure qui manque de toute façon. Alors après, on n'est pas obligé d'exploser le budget comme ça a été le cas maintenant, mais en tout cas, il faut quelque chose, pardon l'expression, mais qui est de la gueule. Sinon, on aura mis tout cet argent à la poubelle, en fait. Non, mais ça, c'est et sûr. Le métro, pareil, on ne peut pas dire demain, on arrête tout. C'est des millions d'euros qui ont été engagés déjà, et puis on ne va pas laisser un trou. Mais parfois, il faut avoir l'audace de dire, OK, on a dépensé beaucoup d'argent, mais quand on te regarde le métro, on ne voit pas très bien où on va. Oui, d'accord, mais on ne peut pas laisser un trou. On doit aller jusqu'à la gare du Nord, au moins. Oui. Quelque chose qui, les dernières semaines, m'a perturbé. Comme ça. Donc, les mesures conservatoires, ça s'appelle comme ça pour maintenir le budget en étant en affaires courantes, sont tout à fait classiques et normales. Et donc le ministre du budget, mon collègue Gatz, a lancé aux administrations, attention, faites un effort de moins 10%. Il y a 3 mois de cela. En fin de parcours, quand la date fatidique est là, tous ces directeurs généraux et ces fonctionnaires généraux se disent « Oh, mais qu'est-ce que... 10%, mais impossible, ça n'ira pas ». Ils ne se mettent même pas à réfléchir, ils ne se mettent pas eux-mêmes en question pour voir comment est-ce qu'on va résoudre ce problème, qui n'est pas uniquement le problème du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir administratif de cette région. Et donc, il faut se rendre à l'évidence qu'il faudra faire mieux avec moins. Ouais. Quand la note de la région bruxelloise a été dégradée, ça a un impact lourd, ça ? Oui, et dès que la dégradation se continue, au niveau des charges d'intérêt, c'est colossal. Normal. Oui, mais en ce qui concerne maintenant l'administration, quand vous regardez avec une certaine distance, qui fait quoi, qui peut faire quoi? Vous avez un ministère. Vous avez alors les urbanes et les perspectives et des trucs comme ça. Et puis, vous avez aussi beaucoup de consultance, j'ai vu, des contrats de consultance. Alors, on se demande un peu, oui, mais c'est quand même beaucoup de monde pour administrer et orienter les choix de gestion. Et il y a évidemment quelque chose à rationaliser là-dedans. Ça, vous vous rendez compte? Alors, moi, je me suis demandé pourquoi on avait créé d'ailleurs les perspectives, etc. C'était un peu pour avoir la cavalerie légère. Quoi. La cavalerie légère, alors on demande à son administration d'être un peu plus léger. Et donc il y a une réforme de l'ensemble des opérateurs. Je viens de citer 3 opérateurs. Et il y a quelque chose à rationaliser là-dedans. D'autant que vous avez dans les efforts qui ont été faits dans le temps, vous avez eu un gros effort de valorisation de la fonction publique. Et donc, vous êtes en droit de dire, voilà, on fait travailler l'administration où il y a des gens qui travaillent, je tiens à le dire. Il ne faut pas faire le procès de l'administration. Encore les valoriser encore un peu plus, parce que quand on discute avec ces directeurs d'administration, souvent ils disent oui, mais on n'arrive pas à attirer les bons profils, des profils plus qualifiés et plus experts, parce qu'on ne peut pas les payer assez cher. Et donc, à côté de ça, on a recours à des cabinets de consultance. Peut-être que déjà, si on engage des gens, d'accord, à l'année, mais avec un salaire meilleur, ça évite les économies. Ça fait des économies, on ne prend pas Ernst & Young ou ce genre de choses. Mais bien sûr, mais il faut faire cet effort-là parce que je pense que le fonctionnement de la région repose quand même sur les hommes et les femmes qui sont, les femmes et les hommes qui sont là, des acteurs du processus de mise en application de ce que le politique veut faire. Donc, Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vos partis sont au pouvoir depuis longtemps, vous avez participé à ça, c'est pas du jour au lendemain où ça a basculé, donc il y a une évolution progressive. Qu'est-ce qui a fait que ça a gonflé comme ça? Les dernières années, nous avons eu le problème des gros chantiers, tunnels et autres, qui pèsent très lourd dans un petit budget comme le nôtre. Deuxièmement, il y a les crises Covid et la crise ukrainienne qui ont chargé l'économie. Et là, avec le petit pouvoir qu'est la région bruxelloise, c'est une histoire d'ordre de grandeur. Les difficultés pèsent plus lourdes sur un petit pouvoir public
que sur un pays dans son entièreté ou des grandes régions et communautés comme la Flandre et la Wallonie. Donc on est un peu mal pris là-dedans. Et enfin, il y a eu un laisser-aller, puisqu'il y avait le Covid et la crise Ukraine, on s'est dit tout est possible. Et là, le ministre du Budget, on en a parlé chaque semaine entre nous, s'est senti totalement seul au sein de ce gouvernement, hein, où la conscience n'était pas présente pour se dire on va vers le dérapage absolu ici. Charles Piquet. Mais moi, je voulais vous dire le sentiment que j'ai eu en étant à la fois ministre, pas en même temps, mais j'étais ministre à la région, j'étais ministre au fédéral, j'ai été ministre à la communauté. Alors, chaque fois qu'il y a un grand nombre de partis qui gèrent une majorité, hein, qui gèrent dans une majorité, vous avez ce syndrome qui est extrêmement dangereux, du style « Oui, mais tu as reçu, toi, de l'argent pour tes compétences. Moi, je voudrais aussi une proportionnalité, hein, de l'argent pour ma compétence. » Et donc, à un moment donné, une équipe gouvernementale doit porter un projet collectif et pas l'addition d'ambitions, d'investissements et de dépenses additionnées. Donc, hein, je veux dire, et ça, je crois que c'est important. Toi, tu as bien connu ça aussi. Oui, mais il a été gâté. Oui, mais il a été gâté parce qu'il y a un besoin objectif d'investir dans ce domaine. Donc, moi, je veux aussi une petite partie. Et donc, il faut faire un travail d'équipe. Et donc, ce qu'il faut souhaiter pour le gouvernement qui arrive maintenant, je ne sais pas quand il arrivera, hein, parce qu'on a dit pourquoi, c'est peut-être pas pour demain, mais il faudra un esprit collectif. On a envie de gagner ensemble, même si on a un peu moins de moyens que ceux qu'on espérait, on a envie d'avoir un objectif commun. Et quand on était là ensemble, il y avait un récidiviste qui revenait chaque fois, je ne sais pas si tu te souviens, à chaque finale de la discussion budgétaire, il y en avait un qui me disait « Il me faut encore un petit million. Il me faut encore un petit million. » Pour finir la soirée. Oui. Et après 2 coups, on savait. Hein. Donc, on mettait déjà dès le début son petit million de côté. Et donc, on laissait venir, on bâclait le tout. Et puis, on disait « Ah, tu as encore une demande? Ah oui, voilà. Oui, on va essayer de régler ça. J'ai envie d'avoir un nom, là, quand même. Hein. Non, mais c'est évidemment propre aussi à des gouvernements comme Bruxelles, où il faut beaucoup de partis pour faire une majorité. Mais ce que vous dites là, ça fait aussi un peu penser à un bilan qui a été tiré par rapport à cette spécificité bruxelloise d'avoir une minorité néerlandophone qui est protégée. Donc on multiplie le nombre de partis. Je vous propose d'écouter Christophe de Beukelaar qui était sur le plateau de Bonjour Bruxelles vendredi matin. Il en parlait. Il y a beaucoup de francophones qui ont été votés sur des listes flamandes. Du coup, ça distribue les cartes de manière très inégale. Et donc, ça va demander sans doute aussi de réformer nos institutions. Il faut de toute façon quand même avoir un système de protection des minorités à Bruxelles, la minorité flamande. Mais il faut voir comment l'organiser autrement. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine instrumentalisation de ce système pour que des personnes puissent accéder au Parlement avec moins de voix que d'autres. Et ça n'est pas normal. Voilà, donc on a en fait ces listes qui ne sont pas bilingues, les listes néerlandophones, les listes francophones. Il faut beaucoup moins de votes pour pouvoir être élu côté néerlandophone. On en a déjà parlé quelque part avec Fouad Haïdar tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait aller vers cette réforme pour avoir un système avec des listes bilingues? Alors on sait que ça doit se faire au niveau fédéral, mais il n'est pas temps de passer un pas à la région bruxelloise? La région bruxelloise, c'est une région-ville qui est la capitale de la Belgique, où les 2 grandes communautés, la flamande et la francophone, doivent se retrouver. Et donc, toute notre mécanique, telle qu'elle a été conçue par De Haan et consorts de ce temps-là, et toi, tu étais là aussi, a toujours eu pour but de rassurer les 2 minorités de ce pays, la minorité francophone dans l'ensemble du territoire belge et la minorité néerlandophone en région bruxelloise. Il y a eu un premier couac dans l'histoire, c'était l'agglomération bruxelloise où des faux flamands avaient été élus. Et ça nous a mené à mettre un système assez rigide sur pied, qui est celui que nous connaissons maintenant. Et qui est peut-être dépassé. Il y a un deuxième couac, c'est quand De Mol, le commissaire de Schaerbeek, se présentait au Vlaams Belang et qu'on avait la grosse crainte que le Vlaams Belang allait manipuler le vote néerlandophone pour faire quasiment une majorité et rendre le fonctionnement des institutions bruxelloises impossible. Et maintenant, on a, et c'est de moindre ordre, ce transfert de vote qui a probablement eu lieu entre les francophones qui ont voté pour Groen
et alors toute l'équipe Fouad Haïdar, qui est quasiment du vote francophone à 100%, ou qui n'est pas du vote néerlandophone, parce qu'il faudra faire la distinction de savoir qui est néerlandophone et francophone dans cette région. Peut-être que par les deux communautés, c'est un peu dépassé maintenant à Bruxelles. Oui, mais alors, pour résoudre ce problème, aller chipoter à ce système assez complexe, mais qui a jusqu'à présent bien fonctionné, il faut rester excessivement prudent. Parce que si une des deux communautés ne se reconnaît plus dans le système, c'est foutu pour Bruxelles. Hein. Vous savez pourquoi moi j'ai voulu m'investir à Bruxelles? J'ai voulu m'investir à Bruxelles parce que depuis les années 60, etc., et l'aglo et tout ça, on parlait de la volonté des Bruxellois de gérer leur propre région et pas de se voir imposer des choses. Ça, c'est une première raison pour laquelle je trouvais important, comme Bruxellois, d'être pas maître chez moi, mais enfin... Ouais. La deuxième raison pour laquelle moi je me suis investi dans la région bruxelloise, c'est parce que l'existence de la région bruxelloise était aussi un obstacle au séparatisme. Je m'explique. Si demain on ne parvient pas à faire fonctionner cette région, qui reste un symbole de la pacification, on va vers une Belgique binaire alors, les francophones et les flamands, la Wallonie et la Flandre. C'est extraordinairement dangereux pour l'unité du pays. Ça veut dire que Bruxelles, c'est plus qu'un symbole, c'est un élément de stabilité. Alors, comme je suis pas le vieux Belgicain qui vous dit ça, je dis simplement qu'on réforme encore certaines choses, qu'on bouge encore aux compétences et tout ça. Mais je pense que Bruxelles incarne quand même quelque chose qui est synonyme de capacité à vivre ensemble. Je suis d'accord avec le père fondateur. Premier ministre-président de la région bruxelloise. Est-ce qu'on sait quand même imaginer un autre système de garantie pour les néerlandophones qui serait peut-être plus léger que celui-là? Bonne question. Bonne question. Moi, cette sortie m'a vraiment surprise de remettre ça sur la table, sachant devant quel... Quand on voit le challenge on est en région bruxelloise, de remettre ça sur la table et remettre tout le système en question, je trouve ça aujourd'hui presque irresponsable. Et jeune génération, de nouveaux politiciens à Bruxelles, c'est encore plus étonnant que cette question revient sur la table. Franchement, j'étais vraiment étonné, voire choqué. C'est marrant parce que moi, je ne trouve pas justement que ça soit choquant d'avoir cette discussion juste avec une nouvelle génération qui a peut-être pas connu de conflits communautaires trop importants, à part la scission de l'arrondissement de BHV. Mais sinon, voilà, nous, on n'a pas connu la création de la région bruxelloise. Enfin, parce que je dis nous, parce que Christophe de Beukelaar a à peu près le même âge que moi. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette vision-là et que pour peut-être aujourd'hui, on peut avoir... ça serait beau plutôt d'avoir des listes bilingues. Pour moi, ça serait plutôt ça, une réussite et l'unité, et de ne pas se dire on doit protéger une minorité néerlandophone, mais que tout le monde arrive à vivre ensemble. C'est un peu bisounours peut-être ce que je dis, mais voilà. On pourrait peut-être avoir des listes bilingues, mais un certain nombre de ministres garantis néerlandophones quand on a un échevin flamand dans les communes. Il y a moyen d'envisager... Il y a un moyen d'envisager des aménagements au système. Mais il faut faire attention, c'est ça votre message. Oui, ça conduit à la pacification. Tout est bon. On ne parle pas de divergences graves entre francophones et flamands. Les négociations qui sont en cours, elles se font avec un arrière-plan de scrutin communal. On l'a vu dès le lendemain des élections, on reparlait de good move. On sait que good move, par exemple, c'est quelque chose qui se passe au niveau communal. L'implémentation se fait là. On a vu qu'Ixelles, la semaine passée, a renoncé à faire un test dans une zone. Et puis, il y a le quartier de l'avenue Broustin, qui est principalement sur Gansoren. Là, les permis viennent d'être déposés. Je vous propose de regarder ce reportage de Gilles Joanneau, Brian Momart et Marjorie Félinger. Des espaces verts réservés aux piétons, des fontaines qui balancent des jets d'eau et une placette surnommée Annie Cordy grâce à cette nouvelle statue. Voici à quoi devraient ressembler les réaménagements de l'avenue Broustin. Une bonne nouvelle pour une partie des riverains qui ont participé aux discussions. Le quartier était quand même très perturbé par l'arrivée des cycles de voitures le matin et le soir.
Moi, j'habite un peu plus haut. Avant 9h, il était impossible que je sorte de la voiture du garage, tellement les voitures étaient pare-choc contre pare-choc. De l'autre extrémité, le rond-point sera remplacé par un plateau dans la même philosophie. Cela contraste forcément avec la situation actuelle. Ces blocs de béton sont présents depuis 2021 pour assurer une meilleure sécurité. Et ces nouveaux réaménagements ne plaisent pas à tout le monde. Je trouve ça très mal fait, d'autant plus qu'on n'a pas été prévenu. Oui, on a été mis devant le fait accompli, on nous a mis un papier dans la boîte. Après. Donc je trouve ça très mal parce qu'on... Oui, c'est vrai, pour la sécurité, apparemment. Peut-être, mais pour le reste, non. C'est pas facile du tout. Pour d'autres, ces blocs sont synonymes de cauchemar. Ce commerçant a vu sur le béton et la concrétisation du projet est une très mauvaise nouvelle. Depuis 2 ans et demi, on en parle toujours à la télé, le journal, de tout. Toujours on parlait, s'il vous plaît, ouvrir l'avenue Bresta parce que je ne suis pas content. C'est pas juste moi. 80% dans les quartiers, il n'est pas content avec les fermetures. Côté sécurité, les accidents ont diminué sur l'avenue Broustin. Bruxelles Mobilité assure également que le projet est le symbole d'une participation citoyenne réussie. On a eu 4 réunions de participation citoyenne qui ont été organisées par la commune de Gansoren et qui ont été très constructifs suite aux remarques des citoyens. On a fait des amendements au projet et donc on a l'avantage d'avoir un projet qui est encore mieux grâce à l'apport des citoyens. Le permis introduit, les riverains vont devoir se montrer patients. Les procédures administratives sont longues et le chantier ne devrait pas commencer avant 2026. Voilà, c'est pas pour tout de suite. L'anti-good move a apporté ses fruits pour les dernières élections. Est-ce qu'on va continuer sur cette thématique-là, Vanessa Lullier ? Ah oui, je pense que la mobilité, ça va rester un des grands points de discussion, en tout cas, et de la formation gouvernementale et ensuite de la législature à venir. Ça, c'est évident. Quand on peut lire aussi certains propos de Georges-Louis Boucher qui sont anti-good move, je pense que ça ne va pas aider un rapprochement entre David Lester et Elke van den Brandt. Donc, c'est pas forcément peut-être la meilleure manière d'apaiser les choses. Il n'y a pas que les quartiers qui doivent l'être, il y a aussi parfois les déclarations des politiques. Et quand on voit les commentaires sur, à BX1, on le voit bien, n'importe quel article qui va toucher la mobilité, regardez les commentaires sur Facebook, sur X, ou même sur Insta, c'est vraiment le sujet qui cristallise tout. Comment on explique que ce thème soit si prégnant ? Mobilité, la voiture, ma liberté. Je pense que ça se joue beaucoup. Qu'on ait besoin à Bruxelles d'un bon plan de mobilité, c'est clair. Parce que comme c'est aujourd'hui, ça ne va pas. Même la Chambre de commerce BC le dit. Et on peut toujours croire que les commerçants et les entreprises sont contre un plan de mouvement, un plan de mobilité. Là, c'est vraiment, ils disent, OK, d'accord, il faut un plan de mobilité. Peut-être pas comme c'est instauré aujourd'hui, impliqué ou appliqué aujourd'hui, mais l'accessibilité de Bruxelles reste quand même hyper importante. Mais c'était déjà un problème avant. Oui. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et chaque changement, les gens n'aiment pas trop le changement. Et c'est vrai, voilà, il faut s'adapter et rendre accessible cette ville urgemment. Charles Piquet, comment vous analysez ce revirement du Parti socialiste, finalement, qui avait décidé good move dans le gouvernement et puis finalement qui a tiré à bout portant sur le projet, sur toute la fin de la législature ? Bon, je pense qu'ils ont bien fait de revenir en arrière. Mais sur parce qu'il faut quand même écouter la population aussi, hein. Quelque part, on est là pour représenter aussi les intérêts de la population. Mais sur le sujet même, je vais venir peut-être avec des considérations qui vont vous surprendre. Je ne sais pas parce que je suis économiste de formation que je dis ça. Vous devez toujours bien intégrer plusieurs variables pour aménager une ville et une vision de la ville. Vous avez évidemment l'environnement, c'est clair, la sécurité, vous avez l'économie aussi, l'attractivité économique. Et je pense que quand on fait un plan, on doit se rendre compte qu'il y a 2 impératifs. C'est un, que les entreprises puissent encore se développer. Vous savez, pour le moment, des fournisseurs de services ne vont plus servir des clients dans le centre-ville. Et moi, j'étais il n'y a pas longtemps devant
un commerçant qui me disait mon frigo devait être réparé et le frigoriste, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui s'occupe de frigo, le frigoriste m'a dit monsieur, moi je ne viens plus chez vous parce que je peux servir 3 à 4 clients le temps qu'il me faut pour arriver et en plus pour décharger c'est un gros problème. Donc il faut certainement veiller à la qualité de l'environnement quand on peut le faire, mais introduire quand même cette donnée économique, d'autant que moi je veux bien faire du social, hein, mais on ne fait pas du social sans savoir prélever quelque chose sur une richesse quelconque. Hein. Donc il faut pouvoir allier objectif social, environnemental et économique. Et je trouve que, bon, on ne doit pas non plus nier l'intérêt d'avoir moins de concentration de voitures à certains endroits, mais je pense qu'il faut intégrer cette donnée-là. Je dirais aussi que moi, j'aimerais bien que la classe moyenne reste à Bruxelles aussi, s'il y avait moyen, parce qu'on a besoin d'une contribution par les entreprises, par les prélèvements sur les habitants et tout ça. Donc, voilà, ne nous isolons pas dans « moi, je ne fais que du social, je ne fais que de l'économique, je ne fais que de l'écologie ». Il faut à un moment donné faire une synthèse. Guy Van Engel, comment est-ce qu'on n'a pas anticipé cet aspect économique quand on a mis en place le projet Good Move? Parce qu'il n'est pas sorti du jour au lendemain non plus. Hein. Non, le plan Good Move a été conçu d'ailleurs par le gouvernement précédent au sortant. Et donc, l'idée, je crois que philosophiquement, elle est bonne. Il faut essayer de rendre la ville plus vivable. Good Move fait penser aussi que le trafic sera plus fluide, ce qui n'a pas été le cas. C'est pas le cas, hein? C'est clair. Et donc, on s'est lancé dans une philosophie correcte, mais avec dogmatisme. On y est allé à force, et on a voulu convaincre, et on est allé à tout et travers. C'est ce qu'on a fait pour le piétonnier, et finalement, le résultat n'est pas si mal que ça. Oui, mais pour le piétonnier, à vrai dire, je crois que les réticences étaient moins grandes que pour toutes les interventions qu'on a faites dans diverses communes. Je pense à Scarbeet, qui est près de chez nous. Oui. Je pense à Anderlecht, Curigem, et ainsi de suite. Ça a été, alors, d'une façon aussi peu attractive, hein, les blocs de béton qu'on retrouve partout. Hein. Bon, ça ne ressemble à pas grand-chose. Hein. Et donc, il faut sortir du dogmatisme, là. Du dogmatisme et se lancer vers le pragmatisme, discuter avec les gens. Ce sont ceux qui ont prôné pendant 5 ans la concertation permanente, la participation citoyenne et je ne sais pas tout quoi, qui au fond se sont le plus plantés en la matière. Oui. Hein? Et donc il faut faire mais doucement. Jos Chabert, il disait toujours jamais par choc, toujours par ondulation. Ah oui. Ancien ministre, c'était élevé. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il nous reste quelques petites minutes et je vais vous faire réagir à 5 propositions, soit ça m'énerve, soit ça me ravit. Je vous les propose. On y va. La première, c'est l'idée d'un nouvel abattoir à Aachen quand celui d'Anderlecht fermera. Ensuite, le refus de la ville de Bruxelles d'accueillir le match Belgique-Israël, invoquant notamment des raisons de sécurité. Les dysfonctionnements au parquet de Bruxelles pointés par le Conseil supérieur de la justice suite à l'attentat perpétré par la Souhaite. 4 jours de cours, faute de professeurs dans certaines écoles néerlandophones. Et puis, l'idée de réformer les droits de succession en Wallonie. Vous pouvez choisir une proposition et vous devez développer très rapidement. Charles Piquet. Oh, mais c'est vicieux, votre truc. Hein. Je dois dire, ça m'énerve ou ça me ravit pour chaque... Non, une seule. Je vais dire que je suis d'accord avec le refus de la ville d'accueillir le match Belgique-Israël. Oui. Parce que je pense qu'il y a des problèmes de sécurité, c'est un match qui n'a pas d'enjeu, etc. Et bon, c'est le plus facile, donc. Hein, sinon, ça a été critiqué comme décision. Hein. Et pourquoi Ils ont... on a fait des commentaires politiques à ce sujet, là où c'est quelque chose de purement administratif et de bonne gestion. De dire... Oui. Ah oui, si on le comprend comme refus parce que c'est des Israéliens qui viennent, ça c'est autre chose. Mais quand on évoque la sécurité, ça me semble être un bon motif. Guy Van Engel, qu'est-ce que vous choisissez? Le manque d'enseignants, de professeurs du côté de l'enseignement, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. On a fait des efforts gigantesques du côté de la VGC pour créer des écoles supplémentaires. On a doublé notre capacité en une dizaine d'années. Et alors, se retrouver avec un manque de professeurs. Vous savez qu'une bonne partie de nos écoles maintenant, maternelles et primaires, fonctionnent en semaine de 4 jours.
pour éviter que... Ben oui. Et donc, il faut absolument qu'on en vienne à trouver des jeunes qui veulent se lancer dans l'enseignement et qui estiment que ce métier que j'ai pratiqué moi-même est un des plus beaux du monde. Hein. D'ailleurs, je me suis dit, le gouvernement fédéral a permis le flexi-job. Hein. Peut-être que ici et là, dans mon coin, s'il y a des remplacements à faire, ils peuvent m'appeler pour faire. Parce que vous êtes instituteur de formation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, comme professeur de néerlandais, Ah oui, on ne va pas améliorer la chose. tu pourrais pas donner de l'économie. Pardon? Tu pourrais donner de l'économie. Ah oui, voilà, ça c'est très bien. Je vais relire quelques bouquins. Mais voilà, on a des pistes pour l'avenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie d'avoir participé à l'analyse de ces différents sujets. Et bien, bonne fin de journée à tous, bon week-end. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu pour la dernière émission des Experts.